Mettons-nous en action vers un objectif commun. Construire un leadership ni élitiste, ni importé, déconnecté des réalités locales. Innover. Leadership, il faudrait que ce soit intergénérationnel à travers ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de laisser aux générations futures. Super, donc merci beaucoup à tous et à toutes. La parité est complètement respectée. Wouhou, 50-50. Bien, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Quels sont les modèles de leadership? Ou quels sont les rôles modèles qui ont été inspirants pour nous et qui nous ont menés à mener et à arriver là où vous êtes à ce stade? Donc celui qui veut commencer peut commencer. Et j'aimerais que vous me présentiez, que vous nous répondiez à cette première question. Allez, tiens, Caroline. Caroline, c'est ma soeur. Karim, très bien. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être avec vous et avec des personnes qui m'inspirent énormément au quotidien, à vrai dire. J'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre aussi à quel point le leadership n'est pas en fait un cheminement personnel, individuel. C'est vraiment quelque chose de collectif. C'est la somme des personnes avec lesquelles on va être amené à échanger au cours d'une vie. C'est la somme des expériences que l'on va vivre qui viennent en fait forger son propre leadership. Et c'est comme ça pour finir par développer son propre style de leadership également. Je vais parler d'un parcours personnel pour revenir sur les personnes qui m'ont beaucoup inspiré et comment est-ce qu'elles ont influencé mon propre leadership, en tout cas, si on en reconnaît aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là. Je commencerai par les personnes que j'ai connues au tout début et qui m'ont fait comprendre que le leadership était important. Ma première expérience quand je suis rentrée au Sénégal il y a 12 ans, ça a été à la mairie de Ziguinchor. Et je suis tombée dans un environnement où malheureusement l'organisation dans laquelle j'étais souffrait d'un pauvre leadership. Et ça a été un moment très difficile pour moi, avec beaucoup de désillusions par rapport à ce que j'avais projeté de mon retour au Sénégal, avec cette envie de faire et d'impacter. Et ça a été par contre un moment décisif parce que lorsque j'ai décidé de quitter cette institution, je savais pour sûr que j'allais faire attention aux leaders qui gèrent les organisations dans lesquelles j'avais postulé par la suite. Et donc j'ai rencontré Regina Mbodj, qui était à l'époque directrice de CETIC Dakar. J'ai rencontré son équipe avant même de la rencontrer, une équipe qui m'a beaucoup inspirée. Pour ceux qui connaissent Evaso Evian, ou bien encore Yann Lebeu, il y a des incubateurs, de taper du poing sur la table et de refuser certaines conditionnalités. Et ça m'a inspirée. J'ai rejoint CETIC Dakar à cette époque. Par la suite, j'ai rencontré Temi Topeola, fondateur nigérian qui a une vision. Donc là, je suis tombée sur l'un visionnaire et missionnaire qui, lui, m'a appris. Alors, il évolue dans l'éducation et comment accompagner vraiment la jeunesse africaine à pouvoir être dans les métiers d'aujourd'hui et de demain et acquérir des compétences pratiques. Et j'ai vu chez lui un homme de vision qui était sur une verticale très difficile. La EdTech en Afrique, c'est très compliqué. Et il y a 8 ans en arrière, c'était encore moins simple qu'aujourd'hui. Mais il y croyait. Et ce qui m'a attris, c'est de pouvoir choisir aussi des personnes qui non seulement embrassent sa vision, mais sont des missionnaires et non des mercenaires. Et je sais que ça m'a énormément marqué dans la façon de spaffer des équipes par la suite. J'ai eu la chance ensuite de rencontrer Papa Amadou Sarr, qui était à l'époque le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Et là aussi, j'ai fait un homme de vision qui savait comment faire bouger les lignes, comment penser en dehors des cadres et comment poser là où personne n'osait. Et le gouvernement à l'époque a pris la décision de faire des choses qu'on ne l'attendait pas et sur lesquelles elle était presque dans un sandbox quelque part, à jouer sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas de réglementation et d'oser faire des choses dans ces endroits-là. Ça, c'était quelque chose de très nouveau qui a permis aussi au Sénégal de se distinguer et d'être vu à l'international. Et j'ai énormément appris en termes de sortir des clous, sortir de la boîte avec Papa Amadou Sarr. Après, j'ai voulu retourner dans le secteur privé pour pouvoir aller à l'échelle et pas simplement m'intéresser au cas du Sénégal. Et j'ai rencontré Madji Sok. Et Madji Sok, ça a été un autre coup de cœur, une autre leader qui a vraiment participé à ce que je suis aujourd'hui. Ce qui m'a marqué chez elle, c'est la résilience. J'avais appris le parcours de résilience à travers les entrepreneurs accompagnés, mais Madji, c'est la résilience à Pagley. Quelqu'un qui est sérieux entrepreneur, qui a créé le Naïu, qui a créé Askier, le Bout Pasquier, qui a créé de nombreuses initiatives que vous connaissez probablement, Bic également, dont elle est cofondatrice et elle a incubé. Et là, j'ai appris, et c'est les phases qui vont beaucoup marquer chez elle, j'ai appris en fait à pouvoir aussi adresser de grosses problématiques de façon structurée, organisée, priorisée et faire en sorte qu'un gros problème devienne une sorte de petit problème qu'on adresse. Elle m'avait dit à l'époque, qu'est-ce que tu fais quand tu vas manger un éléphant? Tu le manges bouchée par bouchée. Et ça m'a beaucoup marqué. Et donc, c'est pour dire à quel point, en tout cas, toutes ces formes de leadership, elles font ce que je suis aujourd'hui. Et je ne peux pas aussi parler de leadership sans parler de ma mère qui est dans la salle aujourd'hui, qui est là.
et qui a été la première leader dans la vie, une femme forte qui ça me touche beaucoup parce que ma mère, elle m'a éduquée seule. Je suis d'une famille qui a divorcé, donc elle m'a éduquée seule, elle m'a donné des principes très forts et elle m'a montré en fait qu'on était avec peu de ressources, on était en capacité de faire de grandes choses et surtout qu'on pouvait briser les chaînes. Elle m'a montré que ce qu'elle avait peut-être vécu dans son enfance, les opportunités qu'elle n'avait pas pu avoir peut-être, elle ferait en sorte que moi je n'ai accès. Et donc cette capacité de pouvoir transmettre mieux que ce qu'on a reçu, et je pense que c'est quelque chose de très fort que chacun d'entre nous peut avoir, et ça a aussi, le fait aussi qu'elle me laisse beaucoup de liberté dans mes choix, m'a appris que dans le leadership, c'est important de donner la possibilité aux gens de s'exprimer, de montrer leurs aspirations, et l'autre rôle, c'est juste de les accompagner à s'accomplir. Quand on arrive à faire ça et à faire naître le leadership chez les autres, là on est un vrai leader. Et disons que... Merci de tout carré, Cathy, c'est Kakai. Et le lieu de l'écoute encore plus à travers ces anecdotes. Ok, bravo maman Karine. Oui. Je vais citer à vous quatre. Bravo maman Karine. Ok, alors du coup, je vais donner la parole à 6 points. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là et d'être aussi bien entourée. Le plaisir de revoir des visages que je n'avais pas vus depuis un moment. Donc, je me nomme Zitora Yon, je suis juriste de formation et je coordonne le réseau West African Age of Femmes Leaders, l'envoyeur Sénégal. Et je coordonne aussi le réseau des Juifs féministes à Weston pour comprendre féministe, donc je suis une féministe sénégalaise assumée. Donc, pour revenir à la question, il faut dire que moi, mon parcours, peut-être, j'ai vraiment exercé, j'ai vraiment fait, en tout cas, eu un déclic au moment où j'ai quitté un peu le milieu urbain pour aller en zone rurale. Donc, dans le cadre de mes études, j'ai un père enseignant donc, qui bouge beaucoup. Et par concours de circonstances, je me suis retrouvée déléguée de classe parce qu'on sait, ici au Sénégal, il y avait un moment où il y avait beaucoup de grèves dans les écoles et l'administration a décidé que les premiers et les deuxièmes devaient être les responsables pour éviter les grèves parce que c'est censé, les meilleurs élèves étaient censés ne pas être des grévistes, entre guillemets. Donc, et le déclic, ça a été au moment où on m'a rappelé le fait que les jeunes femmes en fait, qui étaient dans l'école n'étaient pas intéressées par les activités. Et Fosco, ici, sont les faits qu'on analyse dans les écoles. Et on m'a fait la remarque, mais pourquoi tu viens au Mélignon pour préparer? Parce que souvent, il n'y a pas de femmes. Et ça a été le déclic pour moi. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à penser que parce qu'on est femme, il y a des hommes, il y a des milieux qui nous seront refusés ou seulement des espaces où nous n'aurons pas le droit de nous exprimer. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à revoir tout ce qui est leadership, tout ce qui est féminisme en tant que tel. Mais ça s'est concrétisé à l'université, chez Anta Diop, où j'étais à la faculté de droit. Et j'ai remarqué que dans les espaces qui étaient censés être progressistes, comme les habitats, donc les espaces où vraiment fusionner, les espaces de savoir où vraiment les idées fusionnaient, il n'y avait pas vraiment de représentativité des femmes. Et pourtant, les femmes, pendant les élections, étaient en premier rang. Donc je me suis dit, mais il va falloir créer un espace où nous, en tant qu'étudiants, on pourrait s'exprimer. Et c'est là où j'ai vu, en venant ce matin, mon ami de l'Azerty, on s'est dit, mais il va falloir qu'on crée. Et pour Ticket, on crée un espace où une liste qui ne serait constituée que de femmes et qui adresserait les questions des étudiantes. Et ça a créé un peu le déclic chez les autres. Ils se sont dit, mais c'est vrai que les femmes n'occupent pas finalement, nous sommes largement les présidentes d'amicales. Et pourtant, ce n'est pas par faute de compétences. Donc c'est là où vraiment j'ai exploré, j'ai exploité un peu tout ce qui est question de leadership. Et c'est là où vraiment je l'ai vécu. Et comme m'a traité vient que le dire, ce n'est pas une quête individuelle, elle ne devient réelle que quand elle est collective. Et à l'université, on a vraiment rencontré d'autres femmes qui étaient animées par ce même sentiment qu'il va falloir poser des jalons, il va falloir bousculer, et qu'il y avait un travail qui devait être amorcé. Et c'est là où voilà, j'ai aussi rencontré, pendant mon parcours, professeur Fatou Sow, une sociologue et une grande féministe qui a beaucoup écrit. Moi, étant passionnée de lecture, j'ai beaucoup lu Fatou Sow et j'ai eu la chance de la rencontrer pendant une formation que j'ai tout fait pour y aller. Donc, je n'étais pas censée, je n'étais pas invitée. Je me suis dit, mais professeur Fatou Sow, que j'ai beaucoup lu, elle anime quelque chose et je dois y aller. Et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie parce que tout simplement, elle m'a appris que penser, c'est déjà résister. Et également que le militantisme
pour que ça puisse se concrétiser, il faut que ce soit un militantisme collectif. Et c'est là où vraiment on a commencé à rencontrer une multitude de femmes. Et donc aussi, parce que dans mon parcours, j'ai rencontré Maguette Sotia, qui a été feu Maguette Sotia, qui nous a quittés, qui a été de l'école Vallée-Pérou, qui a beaucoup travaillé. Et il m'a aussi appris énormément de choses sur le statut de femme, mais également comment nous, ce n'est pas un combat contre les hommes, comment le féminisme qui est un combat de société. Et j'ai eu d'énormément de discussions avec lui autour de la question de comment repenser le statut de la femme au Sénégal, mais également comment nous, en tant que femmes, on se positionne dans un environnement où les luttes des classes sont une réalité. On a parlé de l'inclusion, mais également il y a énormément de défis qui se posent au Sénégal et surtout sur la question des violences basées sur le genre. Et c'est ça qui a débuté, en tout cas qui a enclenché mon engagement pour lutter contre surtout toutes les formes de violence faites aux femmes. Et c'est là où mon militantisme s'est concrétisé, mais également avec d'autres femmes pionnières dans le féminisme. Je peux en citer Kodou Bob, Awa Diop et beaucoup d'autres qui aujourd'hui nous ont en tout cas transmis une flamme, et on espère qu'on ne va pas transmettre l'essence, comme disait l'autre, et qu'on va maintenir la flamme. Super. Merci beaucoup, Zipporah. Je suis assez bien entendue. Donc, merci beaucoup, Zipporah. Bon, je pense qu'il y a 2 points clés que vous dites aujourd'hui. La collectivité et transmettre plus que ce qu'on a reçu. Donc, c'est peut-être aussi ce message que la jeunesse ici présente doit obtenir en termes d'action culturelle. Ousseynou, avant qu'on dise que je donne la parole qu'aux femmes, Ousseynou, dis-nous en plus. Ça aurait été bien de donner la parole qu'aux femmes aussi. Hein. C'est pas dérangeant. Pareil. Très bien. Merci beaucoup. Je suis très content d'être dans cette très belle salle où on sent l'énergie de la jeunesse africaine. Une énergie dynamique, innovante, qui permet d'agir et de transformer notre continent. Je m'appelle Ousseynou Gueye, j'ai 32 ans, je suis né à Rufisque, à 20 km d'ici, de Dakar. J'ai un parcours à la croisée des chemins entre la science politique et le numérique. La science politique parce que j'ai un master de sciences politiques à Paris, et quand j'ai eu mon master, j'ai eu la chance de travailler dans une grande entreprise du numérique qui s'appelle Google pendant 4 à 5 ans avant de revenir au Sénégal en 2019 pour fonder et lancer Polaris Descenso. Le modèle de leadership qui m'inspire, c'est des modèles, c'est des personnes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi un écosystème, un collectif. Puisque la question, c'est pas quels sont les modèles de leaders qui nous inspirent, mais le modèle de leadership qui nous inspire. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'un des modèles qui est le soubassement de mon nation, c'est le leadership de l'écosystème tech. Je pense que je dois beaucoup à ce que je suis devenu, le fait d'être passé dans une grande entreprise du numérique qui est Google, où j'ai beaucoup appris. J'avoue que ça a vraiment matrixé mon cerveau et ma manière de faire, ma manière de penser. Pour un Sciences Po Arts comme moi, qui était plutôt traditionnel, plutôt littéraire, plutôt assez aérien, le fait d'entrer chez Google et de travailler dans les départements publics de Google m'a vraiment permis de découvrir ce monde extraordinaire qui est le numérique, de poser un peu le mindset également, qui jusqu'à présent me forge. Ce mindset qui revient sur des soft skills essentiels qui aujourd'hui peut-être, si on ne les a pas, on passe à côté et on est en marche de la société, ou d'une société capable de produire des innovations de rupture pour répondre aux défis très pressants que nous avons, que le monde a et que notre continent a. C'est cette capacité encore d'apprendre à France, c'est cette capacité d'agilité, c'est cette capacité d'innovation, c'est cette capacité surtout de savoir flirter et d'avoir un amour pour l'échec. D'être capable de se dire que l'échec est le meilleur chemin pour le succès. Je le dis, je joue chaque jour chez Polaris. Moi, j'ai été impressionné. Avant d'entrer chez Google, je pensais que c'était des entreprises qui n'échouaient jamais. Quand je suis entré, je me suis rendu compte que Google utilisait à échec chaque jour. En 2016, on peut aux alentours de 2016, Google échoue le lancement ou la mise en œuvre de son réseau social pour concurrencer les autres réseaux sociaux qui existaient. Le réseau social de Google, à l'époque, s'appelait Google+, qui ferme, un échec. On nous demande dans tous les bureaux de Google d'organiser des barbecues et de célébrer cet échec. On était content d'avoir échoué. Et de l'échec de Google+, à l'époque, on en a retenu notamment une des solutions, Google Photos, puisque c'était une des fonctionnalités les plus utilisées de l'application Google Fix, du réseau social. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour nous, généralement, surtout pour nos pays d'Afrique francophone, souvent notre éducation n'insiste pas fondamentalement sur les soft skills.
Et il n'insiste pas forcément à faire, à apprendre, à faire du test and learn, à se baisser, à tomber, à se relever. À se relever toujours, à se relever et à se dire que c'est le meilleur moyen d'apprendre et de réussir. Je reviens maintenant à mon premier amour, c'est les sciences politiques, qui m'ont beaucoup inspiré, où j'ai pu, dans mes études et dans ma passion pour les sciences politiques, pour l'objet politique, pour le politique, admirer des personnes extraordinaires. Je vais en citer 3 ou 4 assez rapidement. La première personne que j'admire beaucoup, que je considère comme le plus grand des Sénégalais, comme le meilleur d'entre nous, Cheikh Anta Diop, l'historien. Cheikh Anta Diop, scientifique, qui a prédit quasiment tout ce que nous vivons aujourd'hui, sur la démarche panafricaniste que nous avions, sur le fait qu'en 1962, en ne réussissant pas à fédérer nos États, nous sommes allés faire une impasse. Et ça, c'est un combat sur lequel je vous invite tous, le combat panafricaniste. Et je suis content de voir que dans cette salle, il y a des nationalités diverses qui sont là. De l'Afrique, qui parlent français et qui parlent anglais et qui parlent certainement plein d'autres langues locales. Cheikh Anta Diop avait prédit ça, avait dit que la sécurité précède le développement. Moi, j'ajoute que l'éducation précède le développement. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans notre continent, où je pense qu'il faut un plan Marshall, il faut un plan d'urgence de l'éducation, un plan d'urgence de la citoyenneté, un plan d'urgence du civisme. Et tout ça, ça a été prédit à l'époque par Cheikh Anta, qui nous rend aussi très fiers d'être africains, qui démontre dans ses travaux que l'homme africain, en se déplaçant et en migrant vers les autres continents, n'y est pas allé la tête et les mains vides. Il y est allé avec un savoir-être et un savoir-faire. Donc nous devons être fiers d'être Sénégalais et savoir que quelque part nous sommes le berceau, non pas de l'humanité, mais aussi du savoir et du savoir-être et du savoir-faire. Deuxième leader qui m'inspire beaucoup, c'est le président Thomas Sankara, révolutionnaire. Alors souvent on nous présente Thomas Sankara comme quelqu'un qui est anti-impérialiste, tout ça, voilà, tous ces discours révolutionnaires, c'est très bien. Enfin, non, mais ce qui est surtout intéressant chez Thomas Sankara et qu'on nous montre, moi, c'est le travail de fond qu'il a fait dans son pays. C'est un travail féministe qu'il a fait, écologique aussi, qu'il a impulsé au Burkina Faso, éthique dans la gestion des affaires publiques. Moi, c'est un leader qui m'inspire énormément, le président Thomas Sankara, paix en son nom. Troisième leader qui m'inspire et qui inspire aujourd'hui beaucoup ce que je fais et le travail que nous menons chez Paul Aïssasso, c'est un autre Sénégalais. Cette fois-ci, c'est un philosophe. Il s'appelle Souleymane Bachir Diagne. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Qui a écrit un ouvrage magistral sur Mohamed Iqbal et qui démontre dans cet ouvrage que la fidélité se trouve dans le mouvement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un appel à l'innovation, c'est un appel à la rupture. Que pour être fidèle à l'Afrique, dont je parlais il y a une minute ou deux, berceau de l'humanité, berceau du savoir-être et du savoir-faire, pour être fidèle à cette Afrique-là, il ne faut pas faire les choses comme on le faisait avant. La fidélité se trouve dans le mouvement, la fidélité se trouve dans le changement. Il a écrit dans un ouvrage qu'il a dédié au théologien pakistanais Mohamed Iqbal, notamment en étudiant la pensée soufie, qui est vraiment une pensée de la foi, une pensée évolutive, une pensée adaptative et une pensée qui prône le changement et le mouvement. Tous ces 3 leaders peuvent se résumer en nos leaders. Je vais terminer par lui, c'est Nelson Mandela, leader sud-africain, 27 ans de prison. Pour moi, et quand on parle de... Et l'Afrique manque, à mon avis, l'Afrique manque de leaders comme Nelson Mandela. Qui est prêt aujourd'hui à faire comme Nelson Mandela? Voyez autour du Sénégal et voyez dans nos pays. Qu'est-ce qui se passe? Qui est prêt à faire un mandat? Mandela était un homme qui avait le sens de l'histoire, tout comme Cheikh Anta Diop, qui avait le sens de la mission, tout comme Thomas Sankara, que je viens de citer, et enfin qui avait le sens du destin, tout comme Souleymane Bachir Diagne qui nous parle du mouvement et d'évolution. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, nous avons suffisamment de leaders, une masse critique de leaders qui ont un sens de l'histoire, un sens de la mission et un sens du destin? C'est ce que Mandela nous a prouvé, il nous l'a montré. Quand il est sorti de prison, il a rencontré le geôlier, le tortionnaire qui a assassiné son fils,
qui a torturé son fils de 20 ans, qu'il a torturé. En pleurs, il lui a dit « C'est moi, j'ai tué votre fils ». Mandela lui dit « Quel est le dernier mot qu'il a eu à dire ?» Il a cité votre nom, votre fils, avant de mourir. Le geôlier en larmes lui dit « Je vous demande pardon ». Et Mandela lui dit « Je vous pardonne ». Et maintenant, on nous dit que c'est ça le leader. Le leadership, c'est l'humanité suprême qui est capable, dans ces circonstances-là, de faire preuve d'élévation morale pour pardonner. Donc voilà pour moi les leaders qui m'inspirent dans mon nation au quotidien, autant ancrés qu'ouverts sur le destin et sur le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quelle a été la journée à l'idée voilà, parler de ces leaders, et je pense que tu as dit quelque chose bien résumé, ancré dans l'histoire, dans la mission et dans le destin. Et ce que j'espère, c'est que ce leader et ces leaders sont dans cette salle aujourd'hui, et que demain, on parlera d'eux, comme tu parles aujourd'hui de Nelson Mandela. Merci pour ce partage. J'en viens maintenant à Sini, Samba. Alors c'est marrant parce que je vous ai tous demandé de vous présenter, vous m'avez raconté vos parcours, mais personne n'a dit ce qu'ils faisaient. Et c'est très bien, en fait, c'est excellent d'avoir des gens qui finalement se présentent par leur mission, par leur vision, et pas par un titre, et pas par un poste. Et je trouve ça le juste moment. Donc, keep it là. Mais tu veux te présenter par ton titre et des postes, t'as des postes. Merci beaucoup Astou. Bonjour à toutes et à tous. Je suis honorée de parmi nous aujourd'hui. J'ai la voix un peu... Elle a trop pitché. Attention. Elle le presque pleurer. C'est un honneur d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Sini Samba, je suis la cofondatrice de l'entreprise Le Lionceau, qui est spécialisée dans la nutrition infantile. Je pense que mes copanélistes sont vraiment partagés différemment à leaders, personnalités qui, je pense, vraiment nous inspirent tous. Peut-être je vais juste partager un. Moi, mon concernant, c'est plus un côté très personnel. Ce sont mes parents, c'est surtout mon père. Qui a beaucoup fait pour la communauté, pour sa communauté, surtout la communauté des Zouz. Aujourd'hui, si on part dans les zones de work Camiof, il nous a quittés, ça fait plus de 25 ans maintenant. Mais à chaque fois qu'on part dans ces communautés-là, et que quelqu'un sait que c'était mon père, à chaque fois, il y aura quelqu'un dans l'environnement qui va te dire combien il avait fait pour lui. Donc, c'était quelqu'un qui avait... sa richesse pour lui, c'est comment est-ce qu'il a transformé la vie des autres. Juste à 25 ans après qu'il soit décédé, on parle toujours en bien de lui. Donc aujourd'hui, pour moi, dans mon leadership, c'est vraiment avoir ce côté altruiste, se dire à travers notre activité comment est-ce qu'on impacte positivement notre environnement, et aussi le côté social. Et disons que tout ce qu'on est en train de faire là, du jour au lendemain, on part et on laisse tout ici. Et je pense que ce qu'on va emporter avec nous, c'est comment est-ce qu'on a fait que les gens se sont sentis. Donc pour moi, il faudrait davantage renforcer ce leadership-là, très pour les uns des autres. Merci. Merci de nous unir parce que tu l'as tellement dit, les gens se souviennent de comment est-ce qu'on leur a fait se sentir. On s'en mettait en notre présence, et en effet, c'est une des belles caractéristiques. Merci pour ce partage. Go for it. Ben, super, moi je suis très honoré d'être touré ici bien. Je suis très inspiré par tout ce qui a été dit. Donc, je suis encore féministe. J'ai 2 sœurs, 2 filles. Donc j'étais entouré de filles, j'essaie de toujours être entouré de filles. Alors, conseil à ça. Salut les gars, conseil de bons entours de pas. Et bon. Le leadership, je crois que ça a été dit si magnifiquement. Hein. Ça me dépère la tête en pense. Je pense, bon, moi j'ai 50 ans, 51. Donc je perds depuis je suis jeune. Mais non, je suis pas jeune. Mes filles, j'ai une fille qui a 22 ans. Wow, c'est toujours plein d'expériences. Je suis bien entouré de femmes, on peut tout aller. Mais je suis quelqu'un de peut-être pas très structuré, et je suis quelqu'un qui est souvent le sentiment de ne pas être à ma place, ou d'être un peu illégitime. Ouais. Et donc, c'est très important d'être inspiré par des gens bienveillants.
quand on a ce genre de caractère, comme je le dis. Et bien sûr, il y a les grandes figures, quand ça a été cité, hein, c'est nous, voilà, mon âge, en plus, moi, Liliana, tout ça, c'était des contemporains. Malcolm X aussi, quand il y a un homme révolté, je dis, un homme révolté qui a fait toute la boue, et puis qui trouve la paix et tout, en fait, c'est ça à l'horizon. La tolérance, peut-être à te dire, hein, si les m'attachent. Moi, tous ces gens-là, ça m'a beaucoup passionné. Aussi, moi, je suis vétérinaire et j'ai rencontré un de nos premiers patrons, ça c'est très important, tu l'as vu aussi, Pep Carré. À ma façon, un homme qui était un modèle, un conciliateur, c'était des gros business, hein. C'était en LinkedIn, quand il a bien fait, j'étais là. On considérait un exemple, quelqu'un qui est au questionner si on va. C'est pas facile d'être juste, pas. Parce que quand on rêve d'un gars comme ça, tu dis, faut s'appliquer, ça va pas de loin. Faut s'appliquer, encore une fois. On voit souvent ça, on donne souvent des exemples, parce que c'est ceux qu'on voit, qui sont très éclairés, avec des gens qui sortent du panier, mais il y a ça aussi chez les gens anonymes et tout. Moi, j'ai été fortement marqué par lui, à tel point que souvent, aujourd'hui, mais dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai une entreprise et il me démarque pas. Des fois, il me dit, moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ferait? Je lui dis, quand tu as des problèmes qui en chercher fondamentaux, c'est lui, par exemple, qu'est-ce qu'il ferait? Ça m'aide. Moi, j'ai vu, là, il y a peu de mois, tel qu'au Ramadan. En fait, j'étais dans la voiture et j'ai vu un jeune, un talibé, là, ce qu'on a talibé à Dakar, qui avait un pain, tout ça. Moi, j'étais dans la voiture. Et le gars, ce jeune homme, qui doit avoir fait 12 ans, 13, cet âge-là, et il a donné son cas à un mendiant, à un gars vieux qui passait, qui boitait. Il a filé son truc, il était là. Wow, ce style-là, il est bulgare, pas. Et j'essaye de lui dire quelque chose et tout, et je dis bravo, tout ça. Mais dans quel exemple, puis je me souviens de ça, je partage ici. Ces petits qui sont dans la rue, bon, peut-être que lui, il dormait dans le manda, mais il y en a qui dorment dans la rue, tout ça. Et l'attente à la dignité comme ça, comme leadership. Et quelle industrie de destruction nous avons. Et je crois que tous ces jeunes qui pourraient être des Mandela, qui peuvent être des gens comme ça. Donc ils sont carrément, mais ces jeunes-là, si on s'en occupe pas, or c'est chez eux qui a ainsi des ressources chez eux tous, quoi. Voilà. Donc, ce que je retiens en fait des deux exemples que tu as donnés, c'est que voilà, il y a le leadership de ces grands dont on retient le nom et dont l'histoire retient le nom, mais il y a du leadership à tous les niveaux et dans notre quotidien. Donc, comment est-ce qu'on décèle ce leadership-là aussi, on l'encourage et on le tailor bien, que ce soit en tous aux animés ou une formation qui va comporter se développer le leadership. Super. Alors, maintenant vous les connaissez plus ou moins, vous connaissez une partie de qui ils sont. Et on va revenir un peu plus sur leur parcours et ce qui leur tient à cœur en tant qu'acteurs, entrepreneuriaux, militants, citoyens, politiques et tout ça. Et donc, je vais commencer par Zipporah. Et du coup, je vais faire une question, tu vas mélanger les deux questions juste par souci de temps. Et donc, Zipporah, tu as vraiment mis l'accent sur comment est-ce qu'on fait en sorte, comment dans ton parcours, tu t'es rendu compte que les femmes étaient souvent exclues de façon tacite ou explicite de certaines sphères. Et selon toi, justement, avec un programme comme celui-là, avec les opportunités qu'on voit dans nos différents écosystèmes, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les femmes et les jeunes femmes en particulier puissent exercer encore plus leur leadership et se sentir à leur place? Boris disait que tout à l'heure, lui, ils ne se sentaient pas à leur place, mais il n'est pas le seul. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes femmes se sentent à leur place et légitimes dans tous ces espaces où on a besoin d'elles, on a besoin de leurs compétences et de leur force? Merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait 1 heure pour répondre à ces questions. C'est ce que j'ai envie de rester 3 heures sur ce pas des peuples. Absolument. Je dirais que déjà, il faut comprendre que, en fait, le leadership féministe dans lequel, en tout cas, je m'inscris beaucoup plus. Parce qu'à un moment, quand j'ai lu leadership féminin, je me suis dit, bon, j'aurais des difficultés. Je serais plus à l'aise pour avoir des leaderships féministes. Et c'est pour dire qu'il y a énormément de leviers sur lesquels il faudrait appuyer pour vraiment arriver à produire réellement
de l'impact. Et comme moi, on a beaucoup parlé de l'enfant aussi. Souvent, on se dit, OK, il y a un programme, il y a 50 filles et 50 hommes. Donc, voilà, le problème est réglé. Je pense que c'est le début des problèmes, en fait, parce que la question qu'il faut se poser, c'est quel rôle décisionnel ces femmes ont dans ces instances-là. Et souvent, cette question de genre est mal perçue, tout simplement parce qu'on l'interprète mal et parfois on le comprend mal. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 5 hommes et 5 femmes pour que réellement on puisse parler d'une approche qui respecte le genre. Et je pense que mon frère en a parlé sur la situation des personnes en situation de handicap, et c'est une question qu'il faudrait prendre en compte. C'est la question de l'inclusion, et c'est un levier qu'il faudrait prendre en compte. Et pour moi, aborder la question sous l'angle du leadership féministe, ça nous permet vraiment d'aller, par ce programme, au-delà de la question de l'autonomisation et de l'ONU. Parce que pour avoir travaillé pendant longtemps dans le réseau des jeunes femmes leaders, on travaille beaucoup en zone rurale et avec des jeunes femmes. Mais aujourd'hui, parfois, il faut se poser des questions, re-questionner nos rapports, que ce soit avec le pouvoir qui nous intéresse beaucoup plus sur les questions féministes, mais aussi de voir aussi l'impact des politiques et programmes que nous mettons en place. Sur la question de l'autonomisation, par exemple, je veux plaire à dire souvent, depuis des années, nous, au niveau du Sénégal, on est engagés dans le grand programme d'autonomisation avec beaucoup d'argent qui ont été distribués, qui a été distribué aussi bien pour les associations, les groupements de femmes. Mais est-ce qu'on se pose la question finalement de quel pouvoir ces parents sur ces ressources? Et c'est pourquoi ça nous a amené à nous dire qu'il faudrait aller au-delà de l'autonomisation quand on parle et aller réellement vers l'empouvoirment. L'empouvoirment, c'est vraiment s'assurer que tous les programmes qu'on met en place sont réellement accompagnés de renforcement des capacités qui permet à ces femmes finalement d'avoir le pouvoir sur ces ressources. Il est arrivé des fois où des financements ont servi aux offres qui ont bien posé d'autres femmes, parmi tant d'autres dépenses. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, pourquoi le questionnement est important? Parce que ça permet de se dire qu'il faudrait re-questionner nos rapports de pouvoir. Et c'est ça qui fonde un peu la pensée féministe et qui nous permet de réfléchir différemment en nous posant des questions sur, finalement, est-ce que les femmes réellement ont voix au chapitre? Et il faudrait créer des espaces. Et ça nous permet de revenir sur la notion de création d'espace féministe, mais l'espace qui prend en compte les spécificités des femmes. Et c'est la question fondamentale, c'est sur l'éducation de manière générale. Est-ce que nous incluons dans nos programmes cette question de prise en compte des spécificités, que ce soit sur le genre, mais également sur les approches? L'éducation à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau de la sphère familiale, qui est la première sphère de socialisation, mais également comment nous arrivons à déconstruire les stéréotypes conçus autour des femmes. Et je pense que les questions essentielles et les domaines sur lesquels nous devons appuyer, je pense que c'est ces approches qui doivent être prises en compte dans tous les programmes, dans toutes les activités, dans tous les projets. Et ça permet vraiment de revoir est-ce que finalement cette question est prise en compte réellement au-delà de la question du genre. Ça, c'est un aspect essentiel. Sur l'éducation aussi, on a beaucoup parlé des curricula, mais il y a également beaucoup d'actions qui restent à faire, aussi bien au niveau des activités que nous avons, nous, en tant qu'organisation de la société civile, mais aussi sur les approches que nous co-construisons avec les gouvernements de nos différents pays. Comme ça, c'est un axe qui, pour moi, me semble important à prendre en compte. L'autre domaine, c'est vraiment dans l'aspect collectif. Comment, dans la construction collective, on arrive à replacer la question du féminisme comme étant une question de société et non une lutte pour les droits pour les femmes et que les femmes doivent porter. Et ça, c'est une question essentielle parce que ça permet surtout dans notre contexte africain, de replacer et d'avoir vraiment l'attitude à parler de la question du féminisme de manière dépassionnée. Parce que souvent, quand on parle de féminisme, les gens perçoivent ça comme un combat contre les hommes, ce qui n'en est pas un. Et comment en faire aujourd'hui une question de société? Nous essayons en tout cas de le faire à travers plusieurs actions. Comment, en tout cas dans la recherche, nous on travaille aussi, on fait beaucoup de recherches, mais avec des approches féministes. Comment aller au-delà de ces questions de nombre? Il faudrait que ces approches-là soient transversales
et puisse en tout cas être prise en compte dans tout ce que nous construisons en termes de politique, mais aussi dans nos dynamiques au niveau local. Donc pour moi, la question, c'est vraiment comment sur plusieurs leviers, que ce soit sur la question de l'éducation, sur aujourd'hui questionner la question du leadership féministe, sur les questions d'éducation, d'inclusion, mais également dans la recherche et dans toutes les sphères, comment arriver aujourd'hui à re-questionner, sur repositionner, en tout cas, re-questionner ces questions. C'est le statut finalement de la femme et arriver à lutter contre toutes ces formes de violence. Est-ce que finalement, si on arrive à lever en tout cas, pas seulement les dispositions discriminatoires, mais arriver aussi à travailler sur les stéréotypes qui ont été construits. Et je pense que c'est avec cette génération de leaders qu'on peut arriver à des changements. Et ça commence par l'éducation de base, comme je l'ai dit, avec les enfants, mais également que ça puisse transcender, en tout cas, tous les programmes, toutes les activités que nous menons au quotidien. Merci. Merci, Léco Zignora. Merci, voilà. Je pense que pour reprendre ces chiffres sur lesquels je vais rebondir pour donner la parole à Océano, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte, en fait, presque de changer le mindset et de changer l'approche qu'on a lorsqu'on parle de leadership, de place des hommes et des femmes dans nos sociétés. Et tout à l'heure, Océano, tu as dit quelque chose en disant, voilà, ton passage chez Google, ça t'a vraiment formaté d'une façon différente de ce que la société peut-être, la façon dont la société t'avait formaté ou moule francophone t'avait formaté. Et donc, c'est quelque chose qui est resté avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'impact de ça sur le fait que tu as déjà mis en place Polaris, le fait Polaris, et par rapport aussi à cette connotation entre guillemets numérique, qu'est-ce que tu vois comme enjeu et comme, je dirais pas plus que skills, compétences, choses nécessaires pour qu'on puisse avoir un futur où on tape toutes ces opportunités. Je ne sais plus parler français. Merci. Je vais revenir sur Polaris Asso et peut-être présenter ce qu'on fait en bleu. Ce qui cause la raison the why of Polaris. Pour finalement dire que je suis extrêmement d'accord avec ce que Polaris vient de dire et je pense que tous les Polaris auront cette même vision. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Polaris Asso. Je vais vous raconter une anecdote qu'on sait très souvent. Le président John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis d'Amérique, il arrive à la NASA. On raconte souvent cette histoire-là. Il arrive à la NASA, on lui fait la queue pour l'accueillir. Il salue chacun. Chacun se présente. Moi, je suis le directeur général, je suis le directeur marketing, je suis ingénieur, etc. Chacun se présente. Et au bout de la file, il y avait un laveur de vitres. Il était en train de laver des vitres. Et il était tellement obstiné par sa tâche, par son mission, il ne s'est pas rendu compte que le président Kennedy était arrivé. Et donc le président Kennedy, il se retourne. Bonjour, je suis John Fitzgerald Kennedy, je dirige les États-Unis d'Amérique. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et le monsieur lui dit, laveur de vitres, moi mon job, c'est d'aider des fusées à aller sur la Lune. C'est un laveur de vitres. Hein. Et souvent, ce sont ces laveurs de vitres-là qu'on n'est pas allé chercher dans vos pays. Je suis extrêmement d'accord. C'est les talibés, c'est des personnes comme ça, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est les personnes en situation de handicap que nous ne sommes pas allés chercher suffisamment. Et c'est ça la citoyenneté. Et c'est ça une aventure collective. Moi, je considère qu'on se développera, qu'on ne va jamais se développer en se passant de l'apport de tous les citoyens. On a besoin de l'apport de chaque citoyen dans une aventure collective et humaine qui dépasse sa propre personne. Chacun doit se considérer au Sénégal, en Afrique, partout dans le monde, comme partie prenante d'une aventure qui dépasse sa personne, qui dépasse sa propre personne. Et comme contributeur, contributrice de cette aventure-là. Et sa contribution, on ne peut pas s'en passer. C'est ça le problème. On ne peut pas se passer de sa contribution. Et dans notre pays, moi je suis choqué. Je pense qu'on a pris la décision, signée, cachetée, de se passer de 80% de la contribution de 80% des citoyens. Généralement, des citoyens en vulnérabilité, généralement les femmes, généralement les jeunes filles, généralement les jeunes. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est ça qu'on essaie de faire chez Polaris Asso, c'est d'aller les chercher, ces gens-là. Moi, je trouve que le modèle que nous portons est à bout de souffle.
le modèle élitiste de nous qui avons des masters. Je pense d'ailleurs que c'est nous le problème parfois de ces pays-là. Nous qui avons des masters, qui avons étudié, voilà. Je pense qu'on ne laisse pas suffisamment de place aux autres. Et je pense que nous proposons aujourd'hui des modèles à bout de souffle, des modèles démocratiques qu'on voit partout. Ici au Sénégal, un débat politique crispé. On voit ce qui se passe en France, on voit ce qui s'est passé aux Nations Unies. 140 pays qui votent pour la reconnaissance d'un État et les Nations Unies qui bug. J'ai écrit un article sur ça, c'est l'État de Palestine. Donc, voilà. Comment aussi on est capable de renouveler nos mondes et de renouveler notre société en allant chercher ces citoyens-là. Ça passe bien sûr par l'éducation ouverte et inclusive, par changer de mindset. Dans un monde en pleine évolution, on nous dit, et nous on a un défi hyper pressant sur ça, on nous dit que un tiers ou au moins la moitié des jeunes dans le monde en 2050 seront des Africains. Je ne sais pas si vous vous imaginez le défi pressant que nous allons. Parfois, il m'arrive de me lever dans mon bureau, de fermer mon bureau, de m'asseoir et de faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ces sujets-là? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution? Et moi, je pense qu'une des pistes de solution, c'est le numérique, c'est la tech. Pour revenir à ta question sur qu'est-ce que j'ai appris chez Google, qu'est-ce que j'essaie d'amener. Nous, on essaie d'être une civic tech. On prend le meilleur de la technologie et le meilleur de l'humain pour renforcer l'engagement citoyen et l'engagement civique des jeunes et des citoyens. La tech, c'est extrêmement important. Et le numérique, je m'adresse aux jeunes. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un effet de mode. La tech, vous avez besoin de la tech pour répondre à vos défis présents. Ces défis présents sont inédits. Ça n'existait pas avant. Mais à côté des défis inédits, vous avez des armes inédites pour répondre à ces défis-là. Et l'arme inédite que notre génération a, que votre génération a, que les générations présentes n'avaient pas, c'est la tech, c'est le numérique. J'étais content d'entendre tout à l'heure une ou deux questions sur le numérique. C'est notamment l'intelligence artificielle. Je me suis beaucoup battu quand j'étais chez Google. Et ça, j'ai vraiment pu voir ça de front, que la tech était monopolisée par ceux qui veulent faire de l'argent, ceux qui veulent faire du business. C'est les Google eux-mêmes, c'est les Adidas, c'est les Nike, c'est les Lactose. Quand on voit les stratégies digitales pour vendre, avoir un ROI plus élevé, c'est extraordinaire. Et moi, je suis étonné de voir que ceux qui prétendent faire du bien pour le monde, les associations, le milieu associatif, la société civile, etc., c'est dans des hôtels toujours, des salons, des stylos, des agendas, prenez note, à quand cette révolution-là, dans notre écosystème, chez les OEC et chez les associations. Et quand j'étais chez Google, je me suis beaucoup battu sur ça. On a développé des programmes pour ça, on a accompagné des associations françaises à l'époque sur ça. Et je pense que c'est ce vent-là aussi qu'il faut impulser. On ne va pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'hier. On ne va pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec des solutions arithmétiques. Il nous faut des solutions puissantes, massives et des solutions de rupture. Il nous faut des innovations de rupture. Il ne faut pas des solutions arithmétiques, il nous faut des solutions exponentielles. Et ça, c'est ce que vous permet le numérique et la technologie. Et moi, je trouve que ceux qui prétendent faire du bien s'approprient très peu de ces armes-là, parfois le confondent très peu, parfois même l'union, et se mettent en marge de l'évolution de notre société. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Donc, allez chercher, pour résumer, allez chercher les citoyens qui ont toujours été exclus. Peut-être que les solutions se trouvent chez eux, j'en suis convaincu. Les solutions que nous vivons aujourd'hui se trouvent chez eux, chez ces citoyens-là qui ont très peu parlé, qu'on a très peu associé. Écoutez, un peu moins les élites, comme nous, comme moi, qui ont fait les grandes écoles, qui ont appris, qui ont produit le monde dans lequel on est aujourd'hui, un monde à bout de souffle. Au Sénégal, on a été touché il y a 3 mois par un jeune qui s'appelle Pape Nathan Gomey, qui a eu son baccalauréat en écrivant chaque mot avec ses orteils. Qui a eu son baccalauréat comme ça, en écrivant chaque mot avec... je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, si vous avez vu son histoire ou pas. Ah, c'est pas facile. Les forces des personnes comme ça qu'il faut aller chercher. Et je trouve que le président Diomaye Faye et le Premier ministre ont bien fait de l'exposer comme modèle.
et de le décorer. Je pense qu'ils nous ont donné une décoration. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'on n'a pas beaucoup trop insisté sur ce que ça signifie vraiment pour nos sociétés et pour nos jeunesses. J'en appelle vraiment à des innovations de cure, à des solutions exponentielles, à donner le pouvoir aux jeunes. C'est eux qui seront capables de créer ces solutions-là et de faire montre d'innovation et d'ingéniosité pour adresser ces défis-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jésus. En tout cas, l'appel à Basso, je pense qu'il a été entendu par les jeunes. Les jeunes, nous sommes nerveux. Nous, les moins jeunes, maintenant, il a dit que c'est nous qui avons tout gâté, donc on vous laisse faire le reste du boulot. Mais je vais tourner, Karid, je reviens à la fois à la fin, parce que je vais faire le son. Je vais me tourner vers Si. Il a parlé de tech, d'innovation, et dans ta présentation, on a dit que tu faisais de la food tech. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus pour que tu fais de la tech, mais non, plus au-delà de ça, tu nous racontes un peu ton parcours avec le Lionceau, et pour revenir aussi à cette autre chose que Céline disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on sait qu'un parcours entrepreneurial est compliqué? Quels sont un peu ces moments de doute et d'échec, entre guillemets, sur lesquels tu as pu rebondir pour arriver là où tu en es aujourd'hui avec le Lionceau? Si tu veux. Sinon, tu peux te répondre de cette question. Très bien. Merci beaucoup, Astou. C'est allumé. Ça y est. Donc, moi, je suis de formation, je suis dans les technologies agroalimentaires, tout ce qui est transformation de processing. Donc, je suis ingénieure agroalimentaire et à travers mes expériences professionnelles, je me suis spécialisée dans la nutrition. Je suis passionnée par les 1000 premiers jours de l'enfant, la nutrition, l'allaitement, la femme enceinte allaitant les premières cuillères de bébé. Et j'ai travaillé pour les multinationales en France dans ce domaine-là. Et partant de là, je ne pouvais juste plus concevoir qu'on ait au Sénégal toutes nos richesses locales, qu'on les laisse par terre. Donc, on repart dans les régions, il y a beaucoup de matières premières qui sont laissées par terre, notamment les mangues. Et qu'on est de l'autre côté auprès des enfants qui n'ont pas accès à des produits sains et nutritifs. Et ce qui était encore plus aberrant, c'était que sur le marché, on voyait à plus de 90% que des produits apportés dans ce domaine-là. Alors je me suis dit, mais il faut absolument qu'on essaie de valoriser toutes ces richesses-là et créer des ponts, au fait, entre le monde agricole et les bébés. Donc, en l'occurrence, créer des ponts entre les agriculteurs et les enfants, mais de façon circulaire et inclusive. Donc, c'est de là où est né le Lionceau, donc c'est depuis 2019 maintenant. Des défis, des challenges, vraiment, il y en a eu et on en a encore tous les jours. Il y a des défis et des challenges. Mais peut-être si j'en partage au début, quand on a démarré, une des premières personnes que j'avais recrutées dans l'entreprise, nous, on est 2 cofondateurs. Donc, une des premières personnes que j'avais recrutées, c'était à l'époque, ma femme de ménage, en fait, elle m'aidait au début à laver des casseroles, ce qu'on faisait de façon très, très artisanale. Et c'était une jeune femme, elle avait à l'époque à peine 18 ans, elle n'était jamais allée à l'école, mais elle m'a toujours montré un certain savoir-être, qui pour moi, c'est le critère numéro 1, quand même quand on fait aujourd'hui nos recrutements. Et au fait, quand elle était inconnue, ce qu'elle avait à faire, elle venait me voir et me disait « Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Ce qui était très, très rare. Et au fait, elle d'elle-même, elle a appris à lire et à écrire d'elle-même alors qu'elle n'était jamais allée à l'école. Et rien que pour ça, moi j'ai dit, mais attends, mais viens, je te transmets tout ce que je sais sur les technologies de transformation, puis je te montre comment on fait la purée, comment on pèse tout ça. Je l'ai formée en informatique, des choses très simples, j'ai des mails, on l'a formée sur Excel. Et aujourd'hui, c'est ma responsable de production et elle gère l'équipe de production. Ils sont 25 employés. Merci. Et à chaque fois que je la vois, et je vois tout ce qu'elle est en train de faire, et je vois toute l'équipe. Aujourd'hui, mon équipe et moi, on est 45 personnes. Et je me dis, je suis très contente de l'avoir fait. Et au début, j'avais beaucoup de doutes. Je ne savais pas si venir au Sénégal
faire des privés, des petits cours pour bébés allaient vraiment fonctionner. Mais vraiment, mais je me suis dit, je vais essayer. Si ça marche, très bien. Si ça marche pas, bon, au moins j'ai essayé et après je pourrais me retourner. Et la difficulté, c'est vraiment dans ces choix, en fait. Parce qu'au début, moi, j'allais travailler dans les multinationales. Avant de rentrer au Sénégal, j'en ai fait le fameux business plan. Mais vraiment, le business plan d'un ingénieur agroalimentaire avec les gros chiffres et tout ça. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mesdames, mais c'est pas possible. Ce business plan, c'est juste un papier de business plan, ça marche pas. Et donc, juste faire ce choix de se dire que, OK, on va pas commencer tout de suite brun, comme on voulait, parce qu'on voulait, voilà, se dire que c'est comme ça. Mais on va commencer très petit, du coup, dans la cuisine, avec des petites casseroles, à monter des étages, à repartir, à faire des navettes. Parce que, pour moi, tout ça, c'était le chemin. Et donc, se dire que, OK, on a fait ce choix-là. Bien sûr, on avance beaucoup moins vite que peut-être qu'on aurait pu. Mais à refaire, je pense que j'aurais refait la même chose parce que j'ai énormément appris durant ces 6-7 ans. Et quand je prends le temps de juste me retourner, de me dire qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. Aujourd'hui, au Lionceau, on est une équipe de 45 personnes. On est présent dans la plupart des supermarchés ici. Mais c'est surtout des coopératives, des groupements de producteurs, des groupements de femmes, des coopératives où on travaille avec plus de 3000 producteurs. Et c'est plus de 200 000 bébés qui sont nourris tous les ans avec ces produits-là. Donc je me dis, vraiment, on a fait quelque chose. Et maintenant, je me rends compte que tout ce parcours, en fait, ce n'était que le début. Là, je pense que j'ai fait mon test pilote. Ça y est, je sais comment ça fonctionne. Et maintenant, on est plus que prêt à l'élargir. Super. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez aussi dit. Et parce que donc, dans ton parcours, il y a quelque chose que tu disais au début, c'est aussi cette transmission et cet impact sur les autres. Et lorsque tu parles de ce que le Lionceau a fait, c'est pas seulement l'équipe en place, c'est aussi au-delà de ça, toute une chaîne de valeur que vous impactez, des personnes que vous impactez. Donc, bravo. Et ce n'est que de dire. Voilà. Donc, on se retrouve dans 5 ans pour parler d'autres pailles. Du coup, je passe la parole à Bakore, qui lui aussi a commencé son parcours il y a quelques nombreuses années. Il a dit qu'il avait 51 ans, donc tu as fait les calculs. Il a plus de 1000 employés, donc il est au milieu du parcours. Donc plus au début, mais du coup, pareil, je pense qu'il y a dans la façon dont tu as construit la laiterie du berger, c'était aussi aller chercher. Je pense que vous voulez beaucoup dire au moins ce qu'on va chercher, ces gens qui ne sont pas forcément ceux qu'on coupe dans ces jolies salles d'ateliers, comment est-ce qu'on va aller chercher et qu'on va impacter le plus loin et le plus profond possible. Et je pense que c'est ça une des particularités, une des beautés de ce que tu fais avec la laiterie du berger. Donc dis-nous-en un peu plus, et dis-nous-en un peu plus comment est-ce qu'on continue, on amplifie cette dynamique. Tout à l'heure, dans la salle, quelqu'un disait les jeunes comme multiplicateurs. Pour qu'on ne soit pas juste en train de parler sur un panel, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'on multiplie cette capacité à aller chercher le leadership, les compétences, les personnes et l'impact qui vont en plus. Question. Yes, but he's joking. T'as bien la sectoriste, pas. Non, mais. Sans c'est comme ça. Les entrepreneurs sont têtus. Je pense qu'ils doivent. Non, mais je crois que je vais. Donc, d'abord, des aventures entrepreneuriales se ressentent. Tu vois, ce que a décrit, je pense, Céline, je pense, hein, je sais pas, mais je suis sûr que vous êtes d'accord. Quelqu'un qui refuse un peu le statu quo, la façon de faire habituelle. Voilà, il y a plein de bébés au Sénégal et puis on importe. Alors il y a plein de monde qui pourrissent et puis nous, on n'existe pas. Moi, j'ai fait ça dans un autre pays, je sais faire, j'ai décidé, je vais changer ça. Et je vais revenir, puis je vais essayer. Puis ça va pas, chose, mais cette espèce d'intuition au début, on a revenu de, je sais pas ce que vous en pensez, on la retrouve dans toutes les expériences entrepreneuriales. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça et il appelait ça le refus du statu quo. C'est la première étape, quoi. Le gars qui dit en stop. Bon, moi, je suis vétérinaire, en fait. Je ne sais pas si je ne le dis pas. Je suis vétérinaire. Et donc j'étais exposé à des éleveurs parce que quand on est vétérinaire, on passe des éleveurs, c'est bon.
Et on est fait en Europe aussi et ici. Mais la différence, c'est qu'en Europe, les éleveurs étaient vétérinaires, par exemple. Moi, je n'ai pas connu une Europe où les éleveurs n'allaient pas à l'école et tout ça. Tu me rappelais ça. Leurs grands-parents n'avaient pas l'eau à la table, des choses comme ça. Donc, c'était des belles histoires. Alors, quand je viens ici, moi, j'ai grandi à Dakar. Mais quand je viens, je raconte du temps, un truc comme ça. Et donc, et là, les éleveurs sont pauvres. Et ils ne peuvent pas payer le vétérinaire. Celui qui me paye, d'ailleurs, c'est une ONG. Mais bon, c'est comme ça depuis longtemps. Le grand-parent des éleveurs, c'était déjà ça. Et tu sens bien que leurs petits-enfants, ça restera encore. C'est qu'ils vont toujours rester pauvres et il y aura toujours quelqu'un qui paye le vétérinaire pour eux. Et qui décide d'ailleurs si le vétérinaire ouvre une barre, etc. Qui décide à leur place. Ce truc-là, ça me révoltait. Oui. C'est pas alors que ce sont vraiment des grands éleveurs. C'est pas si vous élevez des animaux dans le sein. Objectivement, en tant que vétérinaire, tu te rencontres ces gens-là, c'est que pas bête. Tu vois qu'ils ont vraiment des compétences. Ils sont forts. Ils font des trucs que toi, tu sais pas faire. Et quand tu les compares aux éleveurs ou à l'ordre de vos terrains, ils sont super positifs. Mais ils sont forts. Ils ont un amour des animaux, la dédicace, ils ont la capacité d'apprendre et tout ça, des choses. Mais simplement, on les a pas valorisés. Donc, pour nous, à la laiterie du Verger est née un peu de ce refus-là. On va essayer d'acheter le lait de ces éleveurs-là parce qu'il leur faut des sources de revenus. La maladie, je vais t'habituer à ça. La maladie, c'est la pauvreté. Comment tu soignes la pauvreté? Il faut des revenus. Il faut que les gens, tu ailles les chercher. Ils savent faire quelque chose, achète-le. Et ce truc-là, ils vont être émergents et ils vont être dignes, ils vont être fiers. Enfin, ils sont dignes, mais ils vont être fiers. C'est pas juste un commerce, c'est un commerce au sens noble du terme. Vous êtes dans une économie, vous échangez des choses de valeur, tu as besoin de ça et on compte participer au revenu de l'argent. Vous rêvez ensemble, ça donne une force. Et ouais, c'est ça qui a créé la laiterie et qui a remis des gens autour. Des gens qui avaient envie de participer à cette aventure multiple et variée. Il y a là-dedans qui se sont dégotés spectaculaires. Mais d'abord, moi, je suis vétérinaire. Aujourd'hui, je dirige une entreprise. J'ai appris des choses que je ne savais pas du tout. La finance, tout ça, la BRH. Bon, tout un tas de la novicerie. J'ai appris plein de choses de cafetiériste, confectionnaire, machin. Et donc, mais j'étais pas du tout fait pour ça. Je crois pas. Je me suis révélé là-dedans. Mais il y a plein d'autres gens. J'ai parlé de moi aujourd'hui. Mais je vais parler des autres gens de la laiterie. Il y a tellement aux exemples. Et je les aime là. Il y a des gens, il y a les femmes qui quand les femmes. Elle est venue une éleveuse, une de vos premières éleveuses. Il y a toujours des leaders. Il y a beaucoup de familles d'éleveurs aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui sont là, ceux qui sont devant, quoi. Et elle fait partie de ces gens-là. Et pendant les saisons sèches, vous savez, quand tu fais si sec dans le nord du Sénégal, les éleveurs se déplacent à 400 km au sud vers la Casamance. Et elle voulait pas que ça parce que c'est compliqué. Parce qu'elle a une famille, parce qu'elle a sa petite vie, quoi. Et il faut marcher jusqu'en Casamance. Avec les animaux, avec les enfants. Concrètement, c'est tout sauf glamour, hein, surtout ça. On a l'impression comme ça parce que la tradition, c'est un samedi. Donc elle a dit, écoute, je vais venir dans vos fermes à Luc. Nous, on a une ferme de vétérinaire. On ne l'avait pas exactement de la même façon qu'elle. Elle a dit, je vais venir pendant la CSA, je sais ce que vous pouvez pas me passer. Et elle est venue. Et elle a passé 6 mois là et elle a inventé, finalement, c'est elle qui a fait, elle a inventé une façon une école. Comment est-ce qu'on va former les jeunes femmes? Parce que c'est les femmes qui font la traite chez les éleveurs. En tout cas, dans notre culture, c'est plutôt les femmes qui s'occupent de vaches laitières. Et elle, en voyant cette école, en vivant là, elle a inventé une façon de faire ça. Donc, le monde d'après, elle est revenue avec 2 jeunes filles qui ont habillé les taquets d'élevage moderne, tout ça. Et nous aussi, on a tout, etc. Aujourd'hui, il y a 50 jeunes filles par an qui passent là. Elles habitent là, c'est en télécourte. Les 2 mois, on a un petit jeune fille qui rentre dans cette école, cette académie un peu itinérante là. Et voilà. Et donc, elles apprennent les techniques d'élevage, mais elles apprennent aussi plein de choses parce qu'elles sortent d'un endroit où finalement c'est très peu explosé. Les anciens endroits là, quand l'ambassadrice de France qui était là il y a peu de temps, elle était là-bas. Elle a vu ces jeunes filles en fait ont vu l'ambassadrice. C'est ça. Je ne sais pas qui te dire quoi, mais en tout cas. Et il y en a une qui a répondu, c'est vrai ça. Hein. Il y en a une qui a répondu parce qu'on l'a challengé avec ces jeunes filles. Enfin, la challenger. On a posé des questions assistantes là. Vous savez, des questions de Bayer, des questions de Dieu. Quand ils vont là-bas,
Can I take a picture? You know? It's kind of things. Enfin, non, c'est pour rire, bon, c'est tombé. Donc, elle posait des questions, puis à un moment, la fille en avait marre. Elle lui dit, mais typique qu'on est des stars. Tu vois? Elle dit, c'est quoi la patte? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé dans ton relation? C'est que ce qu'on continue avec. Et à un moment, elle dit, mais dis-lui que quand on rentre, on est des stars, en fait. Il dit, ouais, c'est ça. Tu vois? Là, tu as affaire à une star, fais attention. Tu peux laisser montrer ça. Donc, bon, ça, c'est une expérience de leadership avec Emira Plan. Voilà. Dans cet écosystème concret, là, pour reprendre un peu ce que tu as dit, le crédit Costa Rica. À l'inverse, peut-être, parce qu'il y a des contre-exemples, j'ai observé qu'il y a une forme de leadership qui assombrit tout autour de lui. Ça, c'est vraiment vital. Donc, c'est le culte de l'individu, le manque de responsabilité vis-à-vis du mouvement qui a créé, le manque de considération des systèmes qui sont permis, qui vont vivre après soi, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que les filles sont plus fortes. Peut-être qu'elles sont habituées à utiliser plus les systèmes et tout ça, moins utiliser les postures. Peut-être, hein? Je vais faire la cheville là. Fabuleux. Je sais pas ce que c'est. Ça, excusez-moi, je suis en public là. Enfin, cette forme de leadership, on le retrouve sans doute plus facilement dans des comportements, disons, conciliateurs ou des comportements conscients, bienveillants. Voilà, comme ça, je n'ai pas genré le truc. Bon. Excellent. Je ne vais pas répondre à la question, mais c'est parfait. Là. Tu as dit des choses qui sont on spot et surtout tu as clôturé sur une très bonne, un très bon mot, ce que tu viens de dire sur comment est-ce qu'on fait en sorte que le système perdure et que les mouvements, j'ai adoré la phrase de nous, la fidélité dans le mouvement, donc qu'on innove et qu'on est dans le mouvement tout en restant dans le collectif. Et donc c'est pour ça c'est une très bon segue pour Karine, parce que Karine elle est écosystème builder, donc elle construit des écosystèmes, elle construit des ponts, elle fait des mouvements et elle les maintient. Donc pour revenir à Karine justement, et tu vas être un peu le mot de la fin entre guillemets sur toute cette discussion, avec ce qu'on a entendu, avec cette notion de pont aussi entre le continent africain et l'Europe, qu'est-ce qu'il faut, ou c'est pas pour que la maïmesse prenne, mais pour qu'elle prenne et qu'elle reste et que le soufflet ne retombe pas, et qu'on puisse réellement dire dans 5 ans, dans 10 ans, non seulement AEA, mais d'autres initiatives qui sont nées d'AEA, les leaders qui sont confirmés, qui sont révélés d'AEA, ont contribué à impacter eux-mêmes, leur communauté, le continent et le monde. Alors, je pense que dans ce dispositif, il y a 2 mots-clés qui reviennent beaucoup. Il y a la notion de passerelle, pont, et la notion de leadership. On a beaucoup parlé de la notion de leadership. Sur la notion de leadership, je vais revenir brièvement sur un aspect qui est ressorti dans toutes les interventions et qui pour moi est capital. C'est le fait que le leadership n'est pas un poste, mais une posture. Et que cette posture-là, chacun d'entre nous peut l'avoir. Et que cette posture-là, on va la retrouver chez tout type de personnes qui développent cette posture-là. Et donc, c'est plus une question de « je suis le directeur de »,« je suis le manager de », et donc, de facto, je vais avoir une posture des leaders. Non, je peux tout à fait être portier et être un leader dans la façon dont je fais ce métier-là et dans la façon dont je me comporte dans ma communauté, etc. Et donc, quand on parle de leadership, comment est-ce qu'on arrive effectivement à aller identifier ces leaders, ceux qui ont ce potentiel de leader, dans leur communauté, là où ils sont. Et je t'ai beaucoup aimé ton point, parce qu'en fait, pour moi, il y a une notion d'invisibilisation qu'il faut absolument pouvoir adresser. Tu as parlé de 80%, c'est vraiment ce que j'ai aussi à l'esprit. Je vois au moins 80-90% de notre population qui est dans cette invisibilisation presque, aussi bien dans les cercles décisionnels, dans les cercles de discussion, dans les cercles médiatisés, etc. Et pourtant, ce sont ces personnes qui font notre pays et qui vont être le socle en fait de notre développement, et qui sont déjà le socle de ce développement. Et donc, quand on parle de créer des ponts entre les leaders, j'aimerais juste qu'on essaye de garder à l'esprit que c'est pas créer les ponts entre forcément des personnes qui sont le plus mises en avant et le plus visibles comme étant des leaders, mais entre ceux qui sont en capacité de pouvoir délivrer de l'impact dans les communautés et dans leur environnement et dans leur écosystème. Et donc, ça nous fait changer un peu le scope de ce qu'on pense être le leadership
et de ce qu'on pense devoir aller chercher pour voir beaucoup plus large là où réellement l'impact peut se faire. Il y a des personnes qui sont visibles, qui sont de très bons orateurs, mais qui ne sont pas forcément dans l'impact au quotidien. Et il y a des personnes qu'on ne voit pas, mais qu'on connaît peut-être dans nos vies de tous les jours et qui délivrent un impact phénoménal, mais qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les sphères publiques pour montrer ce qu'ils sont en train de faire. Et généralement, ces gens-là sont invisibilisés. Donc comment est-ce qu'on arrive déjà à garder à l'esprit ces personnes-là comme étant la majorité de ceux qu'on devrait aller chercher quand on parle de créer des ponts entre les leaders? Et ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire en essayant de les identifier directement et de les inclure directement. Ça peut se faire aussi à travers la chaîne de valeur. Je pense que la notion de chaîne de valeur intégrée est très importante parce que ce sont des modèles magnifiques où parfois certaines personnes qui ont cette capacité à être lisibles et à mettre en lumière les choses peuvent entraîner dans ce qu'ils sont en train de faire des personnes qui créent de l'impact mais qui n'ont pas forcément cette capacité ou cette facilité à aller dans la lumière. Et je pense que c'est un très beau modèle que je vois par exemple dans la Guerrerie du Berger, où il y a cette approche vraiment de création de chaîne de valeur, de renforcement d'une chaîne de valeur qui permet à tous ces producteurs, qui sont des leaders aussi dans ce qu'ils sont en train de faire, de pouvoir avoir en fait un socle commun dans lequel ils peuvent aller montrer leur leadership et délivrer leur impact, mais de façon qui est structurée, d'une façon qui est exponentielle. Et c'est le terme que tu as noté tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à réfléchir en chaîne de valeur? Ça, c'est très important. Maintenant, si je viens sur le deuxième terme qui était la passerelle, je pense qu'il y a long à dire sur ça. On parle beaucoup de construire des ponts entre les continents, de créer des passerelles, et j'ai l'impression qu'on oublie parfois qu'en fait qu'une passerelle, c'est un point A vers un point B dans les deux sens. Et qu'en fait, il y a cette réciprocité qui vient avec le terme même de passerelle et de pont. Chacun, qu'il soit au point A ou au point B, va aller vers l'autre point pour pouvoir avancer vers une destination. Et souvent, les passerelles qu'on nous vend sont au final des cul-de-sac, un peu des voies sans issue, où on pense qu'en fait, c'est un interlocuteur et un bénéficiaire final. Et donc, il va y avoir quelqu'un qui va donner à l'autre, et l'autre va prendre, mais il n'y a pas cette notion de réciprocité où l'autre a également quelque chose à rapporter et va pouvoir créer de la valeur pour celui qui a bénéficié, entre guillemets, enfin, qui a donné, entre guillemets, au départ. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à vraiment avoir des mécanismes qui pensent à la réciprocité? Aujourd'hui, je vois que ce qui se passe en Afrique, on a des modèles qui sont, pour certains, très inspirants en termes d'innovation inversée. Des pays émergents en dehors du continent peuvent tout à fait s'inspirer de certaines choses qui se font ici. On l'a vu dans le domaine des technologies avec M-Pesa, où voilà, ça a pu transcender les frontières, aller vers l'Europe, etc. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de mieux positionner nos modèles mous de résilience et nos modèles innovants comme étant des références qui peuvent s'exporter, qui peuvent inspirer dans d'autres écosystèmes qui ont besoin aussi de pouvoir développer davantage de résilience. Donc ça, c'est un premier aspect où je pense qu'il y a vraiment matière à capitaliser davantage sur ça. Il y a la co-création qui manque cruellement, mais qui, je suis heureuse de voir, est de plus en plus présent. J'aime beaucoup dans le dispositif là, AEA, le fait qu'il y ait eu cette démarche de co-création dès le départ. De dire on ne va pas créer pour l'Afrique sans l'Afrique, ce qu'on voit énormément se faire, et qui au final, je pense, est quelque chose dont on doit énormément se méfier. Mais on va créer avec les jeunes leaders africains et avec tous ceux qui sont concernés par le dispositif, quelque chose qui va faire du sens pour eux, on va pas les écouter. Et peut-être on n'aura pas les réponses à toutes les questions immédiatement. J'ai aimé tout à l'heure la réponse sur What's Next en termes de pénalisation, etc. Et qui était de dire, on n'a pas toutes ces réponses-là parce qu'en fait, on a créé un board de jeunes visionnaires qui doivent nous accompagner à trouver des réponses. Et ça, c'est une posture d'humilité et c'est une posture surtout d'intelligence que de dire, on va co-créer ensemble quelque chose où vous allez avoir du pouvoir décisionnel. Et cet outil qui va grandir et qui va continuer à se construire dans le temps, on va le construire ensemble. On n'a pas déterminé pour vous quelles sont les prochaines étapes. Parce que vous êtes partie prenante et vous allez déterminer avec nous, ensemble, ces prochaines étapes. Voilà ce dont on a besoin. Comment est-ce qu'on arrive à le faire davantage? Et c'est ça peut-être qu'on devrait pousser. Je pense que l'écosystème building, c'est aussi cette capacité à pouvoir amener les gens ensemble, non seulement à collaborer, mais à co-créer à l'entame des dispositifs qu'on veut amener. Comment est-ce qu'on arrive à penser ensemble ces dispositifs? Qu'on soit dans le même pays, qu'on soit dans des pays voisins en Afrique, qu'on soit dans des pays non voisins sur des continents différents, mais comment est-ce qu'on a cette dynamique de faire les choses ensemble dès le départ pour que ça puisse être réalisé réellement et que les personnes qui sont dans ces dispositifs puissent entièrement s'approprier ces dispositifs, les faire grandir et les pérenniser dans le temps. Et donc,
J'invite vraiment à ça, en tout cas à la co-création, et c'est, je pense, deux termes que j'adore, l'écosystème et la co-création. Ceux qui me connaissent le savent, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit réellement pousser davantage et avec beaucoup d'intentionnalité dans la façon dont on le fait, et avec une volonté de pérenniser ça avec les instances vraiment décisionnelles qui siègent et qui incluent justement ces personnes dans les décisionnels à tous les niveaux. Super! Merci beaucoup! Encore on pourrait rester ici 3 heures de temps, mais vous avez faim, on a tout un programme après, donc on va devoir clôturer ce magnifique panel. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Mais c'est un mot, là. Je m'excuse si je peux juste à ce jour te dire un point. On va pas très rapidement évoquer un point très important, les diasporas. Les diasporas, des diasporas. Je pense qu'on oublie parfois de les adresser assez aussi. Ce sont des forces vives. Et ces forces vives, elles ont envie de venir et de faire des choses. Moi, aujourd'hui, je suis dans une communauté qui s'appelle Sénégalaise in Tech. Amandine Pinto est là d'ailleurs. C'est une communauté de femmes dans la tech et dans les steps qui sont représentatives de différentes types de postes, postures, etc. Et ce qu'on voit dans la communauté, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont des diasporas. Pas juste des diasporas sénégalaises, mais de la diaspora africaine et des diasporas afro-caribéennes. Et ces personnes-là ont l'envie de faire de grandes choses sur le continent, mais ne savent pas toujours comment s'y prendre. Comment être dans les réseaux, comment avoir accès à l'information, comment avoir accès aux ressources, comment pouvoir réellement naviguer dans des écosystèmes qui leur sont parfois un peu... elles ont de l'affect pour les écosystèmes en question, elles ont envie d'y aller, mais elles ne savent pas toujours comment naviguer dedans parce que ça reste assez lointain, surtout quand on a grandi pendant quelques années à l'étranger, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir contribuer pleinement dans un écosystème au Sénégal ou dans d'autres pays africains? Et je pense que là, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous ici. Tout à l'heure, je parlais de la co-création qui vient souvent de ceux qui créent des programmes et qui doivent venir remarquer. Et souvent, c'est des choses qu'on voit côté d'Europe, côté États-Unis, etc. On va créer des programmes et on veut les amener ici. Et là, la co-création doit se faire plus dans ce sens-là dès le départ, en termes de comment est-ce que quand on crée, on amène. Mais nous qui sommes ici et qui, alors soit on crée des programmes et très bien, allons aussi vers la co-création, mais qui allons aussi pouvoir faciliter ceux qui vont arriver. Comment est-ce qu'on arrive à jouer notre partition dans ça? Comment est-ce qu'on arrive à se rendre disponible pour rejoindre des communautés qui permettent justement à ces personnes de se sentir entourées? Comment est-ce qu'on arrive aussi à créer des rôles modèles qui vont inspirer ces personnes-là? Et comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance? Je pense qu'on est chacun d'entre nous dans ce qu'on fait au quotidien. On est en capacité soit de créer davantage de confiance et de permettre à ces personnes de rentrer en se sentant plus sécures, soit on va être dans une posture qui va créer de la méfiance. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, en fait, c'est comme pour un effet boule de neige. On pense des fois que nos actions sont limitées à votre propre personne, mais c'est faux. Parce qu'en fait, on crée ensemble un narratif commun. Et si dans ce narratif commun, mon action ne crée pas de la valeur et vient détruire le narratif commun, je vais empêcher peut-être que de nouvelles opportunités se créent dans mon écosystème parce que je l'ai créé avec la défiance auprès de personnes de la diaspora ou autres qui voudraient venir créer cette valeur avec nous. Donc vraiment que chacun prenne ça comme étant son sacerdoce. Comment est-ce que je peux créer de la valeur, créer de la confiance et accompagner ceux qui veulent revenir à pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Gary. C'est le coup de s'ouvrir. Comment est-ce que chacun d'entre nous a cette posture d'ouverture et d'accueil et de co-création avec tout, finalement, ici et ailleurs. Dernier mot en un mot. Allez-y, appelez. Et c'est pour dire au revoir. Ah, ok, un peu plus. Ok. Pour moi, c'est un mot, ok? C'est vraiment construire un leadership, on l'a dit, qui ne soit ni élitiste, ni importé, ni déconnecté des réalités locales. C'est pour moi un fond de constat. Mais également un leadership qui libère sans diviser, mais également qui anime à fédérer sans donner. Merci. Non, moi, je pense que je vais réitérer l'appel en qui a été fait ici. Je pense qu'il ressort aussi de nous tous. C'est le refus du statu quo. Refusez le statu quo. Vous êtes fidèles à vous-même à l'Afrique en refusant le statu quo. D'innover. On refuse le statu quo par l'action. Nous sommes dans un monde où l'info. On refuse le statu quo par l'action. Saisco. La suite de continuer. Mettons-nous en action vers un objectif commun, tout simplement. En marche. C'est parfait. Je vais faire une phrase. Moi, le leadership, il faudrait que ce soit intergénérationnel.
Se dire à travers ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de laisser aux générations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va manger. Il voulait dire merci beaucoup, on va manger. Alors,